institutions. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Alors là, c'est la carte. Voilà, c'est bon, d'accord. Donc, on va conclure sur le cours. Et puis, on va faire… Attendez, ça arrive. Et puis, on va faire la correction du travail sur Martial, sur l'auberge espagnole. D'accord? Et à partir de jeudi prochain… Non, pas jeudi, excusez-moi, samedi, pardon. Samedi prochain à 11 h. Là, je vous aurai donné une étude de document sur la gouvernance mondiale et on fera donc l'avant-dernier chapitre d'histoire. Donc, je répète, avant de reprendre le cours, samedi à 11 h, je vous aurai donné la veille 24 heures avant le lien pour la réunion Zoom et je vous aurai donné un texte avec des questions et vous… Alors, s'il y en a qui veulent me travailler dessus et me l'envoyer, pas de problème. Sinon, c'est absolument pas obligatoire. Mais par contre, au moins, vous l'avez lu et on pourra du coup l'exploiter en cours. D'accord? Et on fera toujours comme ça désormais. Hein, je vous mettrai un petit texte, un petit organigramme à compléter, etc. Vous ne me le renvoyez pas. Vous aurez juste à travailler un petit peu dessus. Ça vous prendra une demi-heure et on avancera comme ça. D'accord? Aujourd'hui, on finit donc le chapitre sur l'Union européenne et jeudi prochain, on commencera un nouveau chapitre. Donc là, j'ai vraiment réaménagé le chapitre pour que ça corresponde plus à une séance, on va dire, en virtuel. Sur la gouvernance mondiale. Alors, pour l'Union européenne, on avait terminé, donc vous avez tous compris qu'il y avait donc une augmentation du nombre de pays membres et qu'on ne peut pas diriger une telle institution avec 28 États comme s'il y en avait 20, comme s'il y en avait 6. Donc là, on était dans les défis. Donc là, vous voyez, vous avez la petite caricature que vous aviez à commenter. Et puis, les défis qui se posent, c'est est-ce que c'est une puissance géopolitique, l'Union européenne, parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'intégrer. On avait cité la Suisse, l'Islande, la Norvège. Est-ce que… Alors, attendez, il y en a deux qui arrivent, Léna et Diogo. Voilà, pour ceux qui arrivent, on est en train de conclure sur l'Union européenne avant de faire la correction de l'auberge espagnole. Est-ce que vous avez par contre tous vu l'extrait de l'auberge espagnole, au moins, même ceux qui ne l'ont pas rendu? Oui. Parce que alors là, au moins, je vous demande ça. Ça m'arrivera de vous donner des chansons à écouter. Donc, je vous demanderai d'écouter des chansons aussi et puis de vous donner des fois des petites vidéos. Voilà, au moins, ce sera toujours quelques minutes. Hein. Voilà, pensez bien au moins à les regarder pour qu'on gagne du temps voilà, sur la… Donc, l'Union européenne, caricature, 6 à 28. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est une puissance géopolitique? Il y a des pays qui ne veulent pas l'intégrer, comme la Suisse, l'Islande, la Norvège, parce que ça coûte trop cher, selon eux, de l'aide. C'est pour ça que la Grande-Bretagne s'est retirée. Il y a ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop pauvres, comme, je ne sais pas moi, la Macédoine, par exemple, et puis d'autres qui sont dans la sphère, encore sous le contrôle de l'ancienne URSS, comme la Biélorussie. Et puis, il y a le cas particulier, la Turquie, vous aviez donné les raisons, hein. Elle ne reconnaît pas le génocide arménien, ce n'est pas un état de droit, elle est endettée, elle a des problèmes avec ses minorités comme les Kurdes, etc. Alors, en ce qui concerne maintenant les défis internes à l'Union européenne, là, on s'était arrêté là, on n'avait pas tout à fait fini. L'Union européenne, actuellement, elle est divisée par différents types d'États qui ont des conceptions différentes de l'Union européenne. Il y en a, on les appelle les souverainistes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce terme de souverainiste? Ça vous dit rien? Dans le mot souverainiste, il y a souverain. Donc, c'est-à-dire, en fait, des pays qui veulent garder leur autonomie et qui ne veulent pas déléguer leur pouvoir. La France, par exemple, est souverainiste. Elle ne veut pas donner trop de pouvoir, trop déléguer de pouvoir à l'Union européenne. Mais des pays comme l'Allemagne le sont un peu moins. Deuxième type de pays, vous avez les fonctionnalistes. Les fonctionnalistes, eux, c'était un peu la Grande-Bretagne. Ils veulent que l'Union européenne, ce soit qu'une association de pays qui échangent entre eux. Et c'est tout. Et puis, il y a des pays qu'on appelle les fédéralistes. Tout le monde voit écrit ces termes ou pas? C'est bon là sur le diaporama? Oui, oui. C'est bon. Les fédéralistes, donc tout ça c'est dans la correction que je vous avais donnée. Hein. La correction, c'est un mixte de cours et puis en même temps ce qui pouvait être attendu de vous, mais pas en entier bien sûr, parce que ce n'était pas une composition. Les fédéralistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut déléguer des pouvoirs à l'Union européenne. Eux, ils ont plutôt une conception supranationale. Supranationale, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de super président de l'Union européenne qui serait élu et qui dirigerait les 28 États. Mais le risque, c'est que ça enlèverait du poids aux États en question. Est-ce que vous avez une idée de pays qui peut être supranational dans l'Union européenne, qui serait prêt à déléguer un peu de pouvoir et qui est une institution qui chapeauterait l'ensemble? La Belgique, qui ne serait pas du tout… La Belgique,
Ouais, Alors, non, moi, je pense, qu'ils ont un je parlement en pense plus à un pour autre. chaque. Oui, ce serait un peu ça, en fait. Elle accepterait plus de délégués que la France, ça c'est clair. Alors moi, en fait, je pensais plus à l'Allemagne, en fait. Hein. Donc, et la preuve, c'est que l'Allemagne, chaque land a beaucoup d'autonomie, donc elle est déjà habituée un peu à déléguer, voilà. Donc ça, c'est les trois conceptions qui s'opposent au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez, ça fait déjà des divisions. Et puis l'autre division, et c'est pour ça qui explique le Brexit, c'est ce qu'on appelle les eurosceptiques ou les europessimistes. C'est ceux qui doutent de la capacité de l'Union européenne à répondre aux problèmes de l'Union européenne. Et avec la crise du Covid, on est en plein dedans parce qu'il n'y a pas de solution européenne. On pourrait avoir une solution européenne avec des institutions qui décideraient que pour tous les États membres, les écoles sont fermées, les dates de reprise de travail sont, etc. Or, les décisions se prennent au cas par cas. Donc, ça risque de mettre en péril la conception de l'Union européenne telle qu'elle existe auparavant et de la réduire qu'à une union économique. Enfin, tout ça, c'est des prévisions. On ne peut pas du tout, épiloguer dessus. Alors, je vous avais mis en petite conclusion, qu'est-ce que, pas l'Europe, mais l'Union européenne aujourd'hui, un OPNI, objet politique non identifié. Alors, ça vient pas de moi, hein, je crois que c'était un sociologue ou un psychanalyste qui avait écrit ça il y a quelques années. Donc, il disait que la Commission européenne. Est-ce que vous avez fait Freud en philo? Oui. Oui. Alors, attendez, il y a Rudy qui arrive, je pensais l'avoir admis. Donc, il dit que la Commission européenne, c'est le surmoi. Le Conseil européen, qui représente les intérêts des États membres, c'est le moi. Le Parlement européen, c'est le ça. Alors, vous en faites ce que vous voulez, vous réfléchissez dessus. Voilà, c'est plus à méditer qu'à débattre, parce que mais voilà, c'est intéressant de réfléchir justement sur ces institutions. Est-ce qu'il faut plus que ça représente des citoyens? Est-ce qu'il faut plus que ça représente des États? Et dans ces cas-là, ça risque de représenter plutôt les États puissants, comme la France et l'Allemagne, même si aujourd'hui tout est un peu remis en question avec tout ce qui se passe. Alors, avant de passer à l'auberge espagnole et à la correction, là j'espère que vous allez beaucoup prendre la parole, je voudrais, est-ce que vous voyez, alors attendez, on va d'abord faire l'auberge espagnole et après je vais vous proposer voilà. Est-ce que vous voyez l'affiche du film là? Avec les questions à côté? Oui. Je vois. Alors là, par contre, c'est vous qui allez prendre la parole. D'accord. C'est vraiment des questions, c'est vous qui avez travaillé dessus, donc là j'espère qu'on va pouvoir corriger tout ça ensemble. Donc les élèves qui ne l'ont pas fait, moi je l'accepte jusqu'à samedi, sauf qu'en plus ce sera plus facile pour vous parce que vous pouvez prendre des notes là, mais voilà, et donc vous me l'envoyez et puis je l'accepte et je mettrai une lettre de toute façon, toutes les notes pendant le confinement. Moi madame, je l'ai fait mais je ne voulais pas encore envoyer en fait. D'accord, mais j'ai dit que j'acceptais. J'accepte jusqu'à samedi. Tu l'as fait, Guillaume? J'ai dit j'accepte. Ouais. Je sais que les conditions ne sont pas évidentes. Voilà, j'accepte. Alors, Alors, justement, ça va être plus facile pour vous. Vous savez si vous avez bien reçu les trucs, madame, ou pas? Si j'ai bien. Oui, j'ai reçu tout. À chaque fois, je ne vous envoie pas un mail pour vous dire que j'ai reçu, parce que comme j'en reçois 100 par semaine, je ne m'en sortirai plus. Mais j'ai reçu plein de choses. Donc, jusqu'à présent, il y a 4 élèves qui m'ont rien rendu. Il y a Solage, vous avez écrit un mail, Solage, si vous êtes là et si vous m'écoutez. Il y a Adrien, mais vous n'êtes pas là. Il y a Rudy, et puis il y a Anis aussi. Vous m'avez rien envoyé. Je vous l'avais envoyé aussi aujourd'hui. j'ai envoyé moi. D'accord. Ouais, moi aussi, je voulais envoyer. Ok, non, mais les autres travaux. Je parlais aussi des autres travaux. Ah non, moi, je parlais que l'auberge. J'ai tout envoyé. Alors, on y va. On va travailler sur l'auberge. Tout le monde a vu l'extrait, j'espère. Ça dure 5 minutes. Hein, donc, je trouve très, très bien fait cet extrait. Alors, est-ce que quelqu'un peut se lancer dans la question 1? Question moi, je peux, 1. si Alors, vous soit vous voulez. faites comme d'habitude, vous mettez dans participants. Alors, je peux, c'est Léo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que là, il n'y a pas de main levée, donc je reconnais la voix. Je vous écoute, Léo. Alors, allez-y. Du coup, c'est un film de Cédric Clapiche qui est sorti Oui, le réalisateur. en 2002. Et c'est une comédie Oui. franco-espagnole qui raconte l'histoire de Xavier, qui est un étudiant qui prend part à un programme Erasmus pour apprendre l'espagnol et terminer ses études. Parce que s'il fait ça, il pourra avoir un bon job dans les finances. Sauf qu'il doit trouver un appartement à Barcelone. Et donc, il a une colocation avec 7 personnes qui sont d'autres étudiants de plein de pays différents de l'Europe. Tout à fait. Et du coup, après, il y a des histoires d'amour, tout ça. Et puis, ça change. Ah, vous l'avez vu en entier alors, si vous dites ça? Je vous interromps, Léo. Vous avez vu en entier?
Non, mais j'ai vu quelques extraits et j'ai compris un peu ce qui se passait. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas le plus important, les histoires d'amour. Il y en a un peu, mais c'est pas le plus important. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est parfait. Donc, l'auteur, le genre, comédie. Alors, vous précisez quand c'est un film, c'est fiction, hein, donc c'est pas un documentaire. Le thème, hein, très bien. Le contexte, par contre. Alors là, j'ai lu que les 2-3 copies que j'avais reçues avant, d'ici hier soir. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le temps parce que j'avais cours avec des secondes. Le contexte, il y en a qui ont su, les 2 copies que j'ai récupérées, c'était très bien là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'indiquer le contexte? Parce que ce film, vous voyez justement, il a été fait en 2002. En 2002, les perspectives de l'Union européenne n'ont rien à voir avec la perspective de l'Union européenne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voudrait raconter aujourd'hui un jeune qui suit un programme Erasmus, on ne raconterait pas la même chose. Parce que 18 ans après, il s'est passé trop de choses au sein de l'Union européenne pour qu'on ait le réalisateur ait le même regard. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Alors, le contexte, quel est 2002? Ça signifie quoi pour l'Union européenne? Fabien? Oui, c'est le début. Oui, Fabien? C'est la mise en circulation de l'euro, le 1er janvier. Alors voilà, c'est très important, c'est l'euro. C'est très important, hein, c'est janvier 2002 l'euro. Donc c'est depuis 10 ans que c'est l'Union européenne, donc ça vous pouvez le rappeler, depuis 1992. Et l'euro 2002, c'est encore plus un renforcement de l'Union européenne. Puisque là, avec une monnaie commune, elle atteint un stade d'intégration qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc il y a une forte croyance dans les pays qui font partie donc, de l'Union européenne de ce qu'elle peut accomplir. Donc il y a une vision qui est plutôt pessimiste ou optimiste du film de l'Union européenne? Optimiste, du coup. Très optimiste. On va après dérouler tout pourquoi. Hein. Voilà, il y a un brassage, etc. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on le dira après dans la critique du film, on n'aurait pas ce regard-là. Donc c'est l'euro. Alors en 2002, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quels sont les pays qui sont membres de l'Union européenne en 2002? Quelqu'un d'autre que Fabien et Léo? Allez-y. Eden? Vous voulez prendre la parole? Allez-y. La France. Alors, vous avez raison, mais plutôt que de faire pays par pays, essayez de faire par vague, en citant à chaque fois les pays. Toujours dans vos réponses, essayez de construire plutôt que des énumérations, des idées un peu étapes. Donc, il y a la France. Il y a les 12 de 1992, je crois que c'est 12. Avant. L'Union européenne, avant 92, c'était la CE. Et quels sont les fondateurs? France, Allemagne, Royaume-Uni, non? Non, pas Royaume-Uni. Non, Luxembourg. Il faut le connaître. C'est le BABA. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Donc là, il faut, voilà. Donc là, évidemment, je n'attendais pas ça, hein, mais ça, il faut que vous le sachiez pour vous. Il y a les 6 fondateurs, donc 1957. Ensuite, début des années 70, plus 3 au nord. Donc, vous vous rappelez, Royaume-Uni, Danemark et Irlande. Et puis, 3 dans les début des années 80, d'Europe du Sud, Portugal, Espagne et Grèce. Et puis, 1995. Et le film, du coup, quand il démarre, il y a combien de pays? Quels sont les 3 qui arrivent en 95? 12. Donc en 95, il y en a plus 3. Donc, n'oubliez pas l'Autriche, la Suède et la Finlande. Donc, il y en a 15 au moment du film. Hein, et en 2002, il y a 15 États seulement qui sont dans l'Union européenne. Les 10 autres qui arrivent, ils arrivent en 2004. Donc, bien après. Donc, c'est encore une petite Union européenne. Donc, même si ça vous... L'Europe de l'Est? Oui, mais c'est après. Donc, justement, il fallait bien... Jeanne, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je disais juste que c'était en 2004 que les voilà, pays... c'est ça. Donc, c'est bien avant le film. C'est-à-dire que le film, il est marqué encore par une petite Union européenne en termes de taille, c'est très important, et par des pays encore occidentaux. Ah, excusez-moi, j'ai le coup de fil maintenant, j'arrive dans 30 secondes. Oui? 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 Coucou, Martial. Oh non! Ah, voilà. On voit pas. Hein. Jeudi, on est quel jour? Oui. J'aurais préféré. Ouais. Mais elle a beaucoup de micro. À quelle heure? D'accord. Quelle heure jeudi? À quelle heure? Alors 11h dans ces cas-là. Oui. Et demain, c'est pas possible demain. D'accord. Alors jeudi 11h. Jeudi 11h? Allez, c'est parti.
D'accord. J'arrive dans 30 secondes. Hein. C'était un rendez-vous. Alors, Martial, il a une drôle de décoration. C'est la force soit avec toi, c'est ça? Et le masque avec. D'accord. Alors, j'arrive tout de suite. Hein. Vraiment, j'aurais fini. C'est Gandalf. C'est Gandalf Rose. T'es beau, Martial. Ah ouais, ouais, je sais, ça m'arrive. Toi Le aussi, ça confinement. t'arrive, Martial, c'est vraiment pas mal, je trouve, quand même. Après, Ouais. J'avoue que le peignoir toute la journée est très sympathique, hein, je vous le dis, moi. En tout cas, c'est très très beau, je valide. Ouais, je pouce bleu aussi, pouce bleu. On s'est pas chier. Ah, d'accord, je comprends. Bon, alors, elle a moins mal, donc c'est tout à fait possible qu'elle attende, mais elle a besoin, je pense, de savoir ce qui se passe, parce que quand même, elle est encore au nuit, etc., etc. Donc, jeudi à 11h. Je vous remercie. 1 heure avant? Je vous remercie beaucoup. Boulanger. Donc, 11h. 11h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. De rien. Excusez-moi, j'ai un enfant malade, pas du Covid, mais il fallait que j'attendais un rendez-vous. Alors, rien de grave. Je ne l'aurais pas fait en cours, mais là, avec ce qui se passe, on ne peut pas décaler comme ça des rendez-vous. Alors, on était dans le 2002. Donc, effectivement, le contexte est très important parce que qu'en 2004, il y a les anciens pays communistes qui arrivent, c'est une autre conception de l'Union européenne. Là, ce sont des pays occidentaux, comment le film est conçu, qui sont présents. Donc, voilà pour le contexte, très important. Alors, les programmes Erasmus, ça on pouvait dire aussi dans au début. Qu'est-ce que vous savez des programmes Erasmus? Alors, quelqu'un d'autre que Léo ou Guillaume qui a pris la parole ou Fabien? Qu'est-ce que c'est que le programme Erasmus? J'aurais pu dire, mais... Évidemment, ceci marche très bien sur Android, il n'y a aucun problème. Alors là, si vous mettez en même temps quelque chose, ça va être difficile de continuer le cours. C'est pas Hugo Décrypte? Est-ce que vous pouvez éteindre? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Moi, je vais arrêter sinon. Alors, quel est le pardon, excusez-moi. Quel est le Erasmus? Qu'est-ce que vous savez sur Erasmus? C'est un programme qui permet d'apprendre à parler une certaine langue en allant faire ses études à l'étranger. D'échange. Exactement. Ouais, c'est un programme d'échange d'élèves et de professeurs. Un programme d'échange, tout à fait. Alors maintenant, lui, donc il part. Vu sa situation au début et vu comment il parle, etc., avec sa chemise, etc., vous pensez qu'il vient de quel milieu social? Et puis voilà, de quel milieu social ils viennent lire tous, en fait, tous ces jeunes? Ils sont plutôt riches, en plus. Plutôt favorisés. Plutôt favorisé. Tout ça. Un peu, tout à fait, parce que d'abord, ça se voit à leur habit, etc., leur manière d'être. Ils ont un peu, on dirait, les codes sociaux. Donc là, je fais un peu de sociologie, les codes sociaux pour parler, alors même s'ils ont évidemment le langage des jeunes, pour s'adresser aux autres, voilà, pour prendre la parole, etc., etc. Puis ça se voit aussi à leur tenue. Et puis aussi, l'idée qu'ils viennent d'un milieu social un peu favorisé, c'est l'idée d'ouverture. En 2002, bien sûr, les voyages, ça fait très longtemps que ça existe, mais c'était encore moins courant qu'aujourd'hui. Donc, ceux qui faisaient des échanges comme ça, bien sûr, ils pouvaient avoir des bourses, mais c'est plutôt des jeunes de milieu classe moyenne ou un peu favorisés. Alors, on va maintenant qu'on a présenté le film, qui est, alors là, si vous avez 1 heure, 2 heures, voilà, n'hésitez pas à le regarder, c'est un film très, très agréable. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a fait une trilogie, le réalisateur. Il a fait donc ce film, L'Auberge espagnole. Ensuite, il a fait Les Poupées russes. Donc là, ça se passe en Russie, donc dans la Russie qui est en train de se désoviétiser, qui est plus communiste. Et puis après, alors, il y a Vicente qui arrive à 17h22, bon, je l'admets. Et puis, il a fait aussi un film qui s'appelle Casse-tête chinois, et là, ça se passe à New York. Et à chaque fois, le personnage, c'est toujours le même personnage, il grandit. Donc là, il a 25 ans, dans Les Poupées russes, il en a 30, et dans Casse-tête chinois, qui a été fait presque 10 ans après, il en a 40, là, il devient papa, etc., etc., et ça se passe à New York, donc ça lui permet de faire voyager. Alors, on arrive maintenant à la scène de l'appartement. Alors moi, vous savez, cette séance, c'est moi qui en ai eu l'idée, mais il y a beaucoup de profs en terminale pour travailler sur l'Union européenne, ils travaillent sur le film, donc c'est pas très original non plus ce que je fais. Par contre, la comparaison avec le texte de Jacques Lévy, ça c'est intéressant. Alors, la scène de l'appartement, les 2 copies que j'ai lues, vous avez dit des choses très très intéressantes. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de métissage? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Qu'est-ce que c'est que le métissage? Parce qu'il y a plusieurs cultures. Oui, il y a plusieurs cultures, tout à fait. Il y a un mélange.
Il y a un mélange. Il y a un mélange et du coup, à la fin du mélange, il y a de plusieurs nationalités. De plusieurs nationalités. C'est la cohabitation. Tout à fait. Donc, en fait, et quelqu'un l'a dit aussi dans sa copie, le frigo, puis en plus c'est surtout Internet, vous le trouvez sur plein de sites, le frigo avec l'étagère de chacun et le nom de chacun, c'est un peu la métaphore de cette auberge espagnole. Hein. Et d'ailleurs, quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'une auberge espagnole? Quelqu'un sait ce que c'est qu'une auberge espagnole? C'est une auberge espagnole, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas cette expression? Non. C'est en fait un lieu où n'importe qui peut venir et se servir et faire ce qu'il veut. Quand on dit, par exemple, je ne sais pas si vous allez, avant le Covid, si vous alliez toujours chez les uns, chez les autres, et c'est toujours la même personne, c'est un peu, bon, ben, chez moi, ce n'est pas une auberge espagnole, tu n'arrives pas, tu ne te sers pas des boissons, des machins, tu débarques, etc. C'est un lieu où tout le monde peut se rendre à n'importe quel moment. Et l'appartement, il représente ça. Donc, effectivement, on peut parler de métissage parce qu'on a plusieurs nationalités qui sont présentes. Donc, quelqu'un me rappelle ces nationalités? Il y a une anglaise. Anglais. Oui. Danois. Danois. Un italien. Un italien. Allemand. Allemand. Il y a une espagnole aussi. Et une espagnole. Espagnol. Et puis, bien sûr, le héros qui est français. Je crois qu'il y en a 6. Il y a peut-être deux. Il y a une belge aussi qui vient après. Belge, je crois que belge, c'est possible. Oui, c'est possible. Elle n'est pas dans l'appartement. On la voit après. Non. La belge. Elle est Erasmus. Oui, bien sûr aussi. Dans cet appartement, donc il y a plusieurs nationalités. Comment est présenté? Alors c'est très bref. Hein, chaque personnage quand il s'exprime. L'anglaise, l'allemand. C'est un peu les stéréotypes des pays. Exactement. Très bien, Léo. On a les stéréotypes de chaque pays à travers chaque individu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'italien surtout, parce qu'il est. Très bien. Il est comment l'italien? Il est un peu désorganisé, un peu. Oui, c'est l'image de l'italien. À la cool, il y a un terme qui pourrait le qualifier dans son rapport à la parole. Il prend beaucoup la parole. Il parle donc volubile. Il parle fort. Il parle fort, il parle beaucoup, il a un côté un peu chaleureux. Voilà, donc on a le prototype du méditerranéen, voilà, chaleureux, volubile. D'accord. Ensuite, les autres, ils parlent, ils s'expriment. Qu'est-ce que vous avez encore comme autre personnage? Il y a l'allemand qui prend un peu le rôle du chef. Ah, alors très bien, effectivement. L'allemand, c'est celui qui a un côté directif. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de lui? En plus du côté directif. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec lui. D'accord avec lui, oui. Il donne des ordres et il y a un côté très rationnel, très carré, très cartésien. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. etc. D'accord? Et puis, il y a un troisième personnage qui fait un peu aussi, comment dire, lunaire. Lunaire, ça veut dire un peu, voilà, dans la lune. C'est le danois? Moi, je dirais pas que c'est le danois, non. Avec des questions un peu saugrenues. Comme on pourrait imaginer cette population-là aussi, surtout à Londres. Voilà, je vous dis beaucoup. L'anglaise. Qu'est-ce qu'elle pose? Oui. L'anglaise, oui, quand elle pose comme question, est-ce que vous faites du cheval, etc. Pardon? Léo, vous avez... Non, c'est Guillaume qui a dit quelque chose? Ah non, je disais les Anglais. Ah, voilà, effectivement, quand elle pose ces questions, est-ce que vous faites du cheval, c'est un peu pour rompre le côté interrogatoire, parce que c'est terrible quand même quand il lui pose des questions, vous voyez. Donc, alors, Martial, il était parti et il revient. Donc, l'anglaise, effectivement, elle a un côté un peu farfelu, comme on peut s'imaginer les londoniens, voyez, qui sont, voilà, punk, plus ou moins, etc. Bon, il y a l'espagnol aussi qui a l'air assez chaleureuse. Donc, on a effectivement tous les clichés, des représentations, des stéréotypes, comment dire, des populations, des pays alors présents dans l'Union européenne. Pourquoi, à votre avis, il les a représentés sous forme de clichés, mais sans être tout en ayant de l'empathie vis-à-vis d'eux? Est-ce que tout le monde c'est clair le mot empathie? Ouais. Alors? C'est peut-être parce que ils ne le voient pas vraiment comme des défauts. Oui, tout à fait. Plus comme une différence culturelle, mais qui fait tout partie à fait. De eux. De leur personnalité, tout à fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ne cherchent pas à les juger à l'aune, donc à UN, de leurs particularités, mais ils voient ces particularités, ces spécificités, comme finalement un trait de caractère
qui peut être tout à fait compatible avec les autres traits de caractère. Donc, bien sûr, la réponse, c'est de dire, bah, c'est des clichés, les Allemands, ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr, les Italiens, etc. Mais en même temps, et du coup, il n'y a pas une culture, il faut éviter, hein, quand vous raisonnez, en philo, en français pour ceux qui font l'année prochaine des maths ou une classe préparatoire, quelle qu'elle soit, vous allez avoir tous du français, de raisonner en termes de stéréotypes, bien sûr, et d'avoir une lecture culturelle. Comme c'est la culture de ce peuple, ils sont comme ça. Il n'y a jamais de déterminisme, on est complexe. Mais en même temps, à travers cette série de perceptions, il permet de caractériser ces différents personnages et en même temps, il a une sympathie pour eux. Et le personnage, le français, alors lui, il est comment avec ses réponses, etc. Quels sont les clichés du français, là? Non, vous ne voyez pas? Un horrible accent. Alors l'accent, ça a l'accent, bien sûr. Et puis un petit peu bonnet, je sais pas, il a du mal à s'exprimer, tout ça. Il a l'air vraiment un peu perdu, un peu intimidé, tout à fait, absolument. Alors voilà, hein, pour le métissage, voilà, c'est cette idée hein, d'auberge espagnole, c'est-à-dire tout le monde est bienvenu, il y a quand même une grande ouverture avec des types très, très différents. Alors, ensuite, il y a la scène de l'université. Alors, c'est une scène qui est très, très intéressante. En plus, elle vraiment lui succède. Je vous posais comme question quelles sont les échelles et les identités présentes dans la scène de l'université et juste après quand ils sont dans le café et qu'ils discutent. Donc, à l'université, et puis après, quand ils discutent dans le café, il vient de Namibie, pardon, je crois, excusez-moi, un étudiant, et il dit, ou 2 ans, je ne sais plus, je crois que c'est Namibie, il dit, voilà, moi, j'ai plusieurs identités. Alors, c'est un Espagnol qui dit, moi, j'ai plusieurs identités. Alors, quelles sont les identités qui sont présentes? À quelles échelles? Alors, il y a l'identité européenne avec les élèves, du coup, dans le cadre Erasmus qui viennent de plusieurs pays de l'Europe. Tout à fait. Donc, ça, c'est, comment on appelle cette échelle quand c'est l'Europe ou l'Union européenne? Continentale. Alors, sauf que là, ce n'est pas continental. C'est plutôt régional. Je vous rappelle, hein, ce qu'on appelle l'échelle régionale, c'est quand ça regroupe des pays qui sont proches géographiquement et qui ont des caractéristiques communes. Les 2 caractéristiques de ça, c'est soit le Moyen-Orient, parce que c'est le pétrole, la religion, soit, et bien sûr des pays proches, soit l'Union européenne, mais on peut en trouver d'autres. Hein. Donc, effectivement, ils suivent ce programme Erasmus, ils assistent aux cours, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre échelle? Quand il dit, par exemple, Thierry Henry cite le joueur de foot, le camembert, Astérix pour… ça, c'est quelle échelle, ça? C'est l'échelle nationale. Nationale. Nationale, ça caractérise les Français. Et pour les Espagnols, comment ils peuvent être caractérisés? Bah, le flamenco. Voilà, le flamenco, et puis il dit autre chose aussi. Donc ça, c'est national comme échelle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à l'université qui fait que le professeur, il s'énerve? Attendez, il y a Diogo qui… Il y a un conflit des langues, il veut parler catalan, du coup, ça se passe Très bien. Très bien, il y a un conflit castillan, catalan. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous savez de ça, même si je sais qu'en majorité, vous êtes des germanistes? Qu'est-ce que vous savez de ce conflit? En fait, le catalan, du coup, c'est une langue locale donc dans la Catalogne. Donc régionale, oui, la Catalogne. Donc, c'est là où se situe Barcelone. C'est là où a lieu, se déroule le programme Erasmus, tout à fait. On a oublié de le dire au début. Et le castillan, c'est quoi? Ça correspond à quoi comme espagnol? C'est la langue du pays, c'est la langue du reste du pays, en fait. Voilà, parce que c'est Madrid la capitale et c'est la langue du pays. Et il y en a qui sont là, qui sont dans le programme Erasmus. Il y a des Espagnols qui sont là aussi, qui sont venus, mais qui ne sont pas de la région. Et il y a aussi des Espagnols qui sont là, mais qui sont catalans. Donc là, c'est quoi comme 3e identité? C'est l'identité régionale, du coup. Régionale, tout à fait. Local, ça voudrait dire c'est la ville, Barcelone. D'accord? Donc effectivement, il y a 3 identités qui s'expriment ici. D'accord? Alors c'est intéressant aussi, le prof, quel est son sujet? De quoi il veut leur parler? L'économie mondiale. Voilà, l'économie mondiale. Donc, on a aussi cette échelle-là. Voyez, et l'individu, il n'est pas lié à une seule échelle d'appartenance. Il en a, là, il y en a 4. Vous voyez, en 3 minutes, tout ce qu'on peut dire sur ces échelles. Pardon, excusez-moi. Et c'est ça qui est intéressant parce que chacun, justement, appartient à plusieurs échelles. Alors, avant de passer à dire quelque chose sur le texte de Jacques Lévy, donc pour conclure sur le film, comment, à votre avis, quelle est la vision que le réalisateur il a de l'Union européenne quand on regarde ces 6 minutes d'extrait? On l'a un peu dit au début. Une vision positive. Une vision très positive. Hein, on est tous jeunes, on est beaux, on se rencontre, on parle plusieurs langues, on voyage, etc. Une vision, on dira même, si on essaie un peu de critiquer, sans être… qu'est-ce qu'on pourrait dire plus positif? Subjective.
Oui, ça bien sûr, parce que c'est son point de vue à lui, mais on pourrait dire quoi aussi même? Avec beaucoup d'espoir, je sais pas. Enfin, il croit en donc l'Union optimiste, européenne. Optimiste, tout à fait. L'idée, c'est de croire en l'Union européenne. Et on pourrait dire aussi un petit peu idéaliste. C'est ça que je voulais vous faire dire. Voilà, un peu idéaliste, c'est-à-dire que l'Union européenne, voilà, ça peut résoudre tout parce que les jeunes se rencontrent, ils voyagent, etc., etc. Voilà. Et ça correspond bien à cette période-là. Si le même réalisateur, c'est un réalisateur français qui a fait beaucoup de films, faisait son film aujourd'hui, voilà, il pourrait rencontrer par exemple des gens qui partent avec un programme Erasmus. On serait en 2016, il aurait fait son film en 2016. De quoi il parlerait surtout? Du Brexit. Alors le Brexit, c'est un peu après, donc 2016. Les attentats, par exemple. Vous voyez, donc là, il y aurait, voilà. Et puis, il y aurait eu 13 pays en plus de l'ancienne sphère communiste. Donc, peut-être qu'il y aurait, comment dire, je sais pas, une polonaise, etc. Donc, ça serait vraiment très différent. Effectivement, on serait, je sais pas, moi, en 2019, et puis comment s'appelle, le héros, il a quitté la France en plein gilet jaune. Donc, même si ce n'est pas le sujet, il aurait un rapport à tout ça qui serait très différent. Et puis, alors, en plus, il y a le Brexit qui fait que voilà, l'anglaise, elle ne serait peut-être pas là, il serait en train de critiquer l'Angleterre, etc., etc. D'accord? Donc, voilà, c'est très important le contexte. Alors, on va maintenant comparer avec le texte. Le texte, qu'est-ce qu'il dit du film? Qu'est-ce que le texte dit du film? Comment le texte définit la représentation de l'Union européenne d'après le film? C'est une très bonne idée, ça. Alors, comment il définit? Qu'est-ce qu'il dit, selon l'auteur du texte, selon Jacques Lévy, c'est un des plus grands géographes français, qui s'exprime aussi dans les médias. Qu'est-ce qu'il dit de... Oui? Alors, qu'est-ce qu'il dit donc? Qu'est-ce qui nous permet de... Selon lui, en 2002, quelle est la caractéristique de l'Union européenne? Quelle est la caractéristique de l'Union européenne en 2002 selon l'auteur du texte? Il a parlé de diversité. Exactement. Ce qui caractérise l'Union européenne, c'est la diversité. Mais alors, ce n'est pas encore fini. Il ne dit pas que ça. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Alors, comme ça va, le temps est en train de s'écouler, donc je vais y répondre. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui définit, selon lui, l'Union européenne, c'est les fondamentaux de, finalement, la naissance de l'Europe, qu'on peut caractériser comme datant du XVe siècle, avec le développement de l'humanisme et des voyages, des grandes découvertes, parce que c'est là que Erasme, c'est un philosophe du XVe siècle, enfin début du XVIe siècle, a travaillé sur l'utopie, etc., qui voyage en Italie, en France, etc. Et donc, ce qui caractérise les pays de l'Union européenne, c'est l'acceptation de leur diversité. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, ils disent c'est qui ce petit franchouillard, etc. Et après, très vite, ils cohabitent tous ensemble, alors qu'ils ont des cultures extrêmement différentes. Alors évidemment, il y a un côté utopique, justement, idéaliste, voilà, peut-être un peu doux rêveur, mais qui caractérise, selon ce géographe, le film. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'acceptation de la diversité. On va aller plus loin. Selon lui, l'Union européenne, c'est l'acceptation même de l'altérité, c'est-à-dire de ce qui est autre. Ces jeunes gens, qu'ils soient danois, espagnols, allemands, etc., ils acceptent des gens qui sont autres qu'eux-mêmes, qui sont différents d'eux-mêmes. Et que le point commun entre les Européens, ce n'est pas une culture qui va les définir en disant « alors ils ont la religion chrétienne, alors ils ont une langue latine ». Parce que si on pense aux Hongrois qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne, le hongrois n'a rien à voir, ce n'est pas du tout une langue indo-européenne, par exemple. La religion, oui, ils sont chrétiens, mais alors entre ceux qui ne pratiquent pas, entre les protestants, les orthodoxes, etc., idem, aucun point commun. Et donc, selon lui, ce qui fait la caractéristique, le point commun qui permet de définir les Européens, c'est l'acceptation de la diversité, même allons plus loin, l'acceptation de l'altérité, de ce qui est dit autre que soi, différent de soi. Donc ça veut dire en gros, si on va même carrément plus loin, il n'y a pas de racisme. C'est un peu le monde des bisounours où voilà, tout le monde s'aime, etc., etc. Il faut bien le remettre dans son contexte. Il y a 15 pays seulement. Oui? J'ai beaucoup parlé, pardon. Je n'entends pas très bien ce que vous me demandez. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui? Vous avez compris ou vous avez des questions? Ça va.
Et le texte, vous avez eu du mal à le lire ou pas? Parce que c'est vrai que c'est pas le même, c'est pas un niveau de terminal, quoi. C'est un texte qu'on pourrait distribuer en étudiants de géographie qui sont, je sais pas, en première, deuxième année. Donc, il n'y a pas eu de problème? Non, ça non va, ça va. Alors, il nous reste 1 minute. J'aurais voulu vous projeter une copie qui était excellente, que j'ai corrigée en mettant des annotations. Donc, je vais la projeter 2 secondes. Alors, 2 secondes. Hein, j'en ai pour. Elle est là. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la copie? Voilà, je suis en train de la partager. Alors, est-ce que vous voyez là? Non, ce n'est pas la vôtre parce qu'on me l'a rendu il y a plusieurs jours. Donc, alors moi, je ne vais pas faire ça à tous. Hein. Alors là, je peux pas. Je le fais pour certaines copies, toutes celles qui arrivent au début. Puis après, je ne le fais plus, je mets juste des appréciations. Cette copie, elle est parfaite. J'ai mis A+. J'ai mis A+, et je l'enverrai, hein, je vous l'enverrai sur le NT. Donc, j'ai mis A+, j'ai mis en jaune tous les éléments qui figuraient, qu'on attendait. Vous pouvez attendre une copie. Donc, quand il indique les échelles, quand il définit des termes, quand il montre que c'est complexe, etc. Et puis, j'ai mis après, avec des petites bulles, j'ai mis à chaque fois ce que l'élève faisait. Que là, il décrit, que là, il explique, que là, il met une notion, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, ou je sais pas, enfin, très vite, je vous mets cette copie qui est vraiment très bonne. Mais l'élève n'est pas là aujourd'hui, mais il m'avait prévenu. Donc, du coup, vous allez tous deviner qui c'est. Et je vous mets le texte à travailler pour samedi prochain. Juste vous le lisez, hein, et puis vous y répondez comme ça en un quart d'heure pour que du coup, on puisse commencer un nouveau chapitre qui sera sur la gouvernance mondiale. Des questions ou tout va bien comme ça? Tout va bien. Ok, très bien. Alors, portez-vous bien, soignez-vous bien. Pas soignez-vous bien, mais prenez soin de vous, pardon, excusez-moi. Et on se retrouve donc samedi à 11h. Merci.